Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus, surtout. Alors, pour cette conférence assez exceptionnelle, donc le management sous les drapeaux, comment allier performance et humanisme aux frontières du management. Donc, dans le cycle de conférences que nous vous présentons, il y a 4 dimensions essentielles. Il y a bien sûr l'aspect échange et information. Il y a également, car il s'agit d'une école, un aspect masterclass et enseignement. Également, car nous sommes régulièrement consultés, un aspect recommandation. Et enfin, ce qui est peut-être plus original, dans certains cas, il y a également un aspect action. Nous avons déjà abordé l'aspect mondialisation et sécurité, avec notamment le grand criminologue et consultant en sécurité Alain Bauer, ainsi que l'ancien dirigeant des Casques Bleus aux Nations Unies et grand diplomate Bernard Millet. Nous avons également abordé le thème de l'intégration dans nos filières des étudiants réfugiés qui ont dû quitter leur pays en raison de conflits armés. Et nous avons été plus loin puisque nous avons monté dans l'école des filières pour les intégrer avec des associations étudiantes et le corps professoral et la direction. Nous abordons aujourd'hui un thème complémentaire puisqu'il s'agit du thème de management sous les drapeaux. Le leadership et le management doivent être envisagés aussi dans un cadre global et de risque systémique. Alors avant de laisser la parole à nos invités, j'ai une petite anecdote, je ne serai pas long, rassurez-vous, une petite anecdote qui me semble importante et qui traduit bien l'esprit dans lequel on a réuni cette conférence. Bon, tout le monde a entendu l'histoire de la façon dont le mont Everest a été conquis. Mais que s'est-il passé en fait en coulisses? C'est que le comité, comment est-ce que le comité de l'Himalaya a dirigé l'équipe pour qu'elle grimpe au sommet du monde? Eh bien, le président à l'époque, Claude Elliott, ne voulait pas un autre échec. Ça faisait longtemps que les tentatives étaient faites. Et la décision finale du comité fut de nommer, on est à peu près dans les années 50, John Hunt, un militaire de carrière, justement, qui était à l'époque l'image même du responsable professionnel moderne. Le comité avait prévu que ce défi était très complexe pour un seul homme. Et donc la notion d'équipe est devenue importante. Et souvenez-vous, on est au début des années 50. Il fallait une nouvelle méthode, un nouvel art d'organisation. L'homme choisi était un héros inconnu, mais avec un grand talent, notamment pour la logistique. Sa stratégie, qui allait bientôt devenir un standard dans le monde de l'alpinisme, une armée de grimpeurs, des Sherpas, des porteurs et des yaks qui se déplaçaient méthodiquement, acheminant des fournitures vers des camps de ravitaillement toujours plus élevés. Hunt donnait également à l'élément humain une attention systématique. Pour lui, le désir d'atteindre le sommet doit être à la fois individuel et collectif. Le but ultime de cet énorme effort était que seulement 2 grimpeurs puissent atteindre le sommet à la fin. Donc le choix final reposait sur des facteurs qui n'avaient rien de personnel, qui grimpait bien, qui se situait sur un camp élevé lorsque le temps se levait, lorsque les limites de l'endurance, de l'oxygène et de la lumière du jour ont empêché l'équipe leader d'atteindre le sommet, l'équipe donc qui était prévue, ce n'est pas ceux qui ont été prévus qui ont atteint le sommet, une deuxième équipe se tenait prête. Sur cet exemple, je vais donc céder la parole à notre directeur Franck Bournois pour qu'il rentre dans ce vif du sujet du management sous les drapeaux, donc qui est placé ce soir sous l'égide donc de Franck Bournois, de Daniel Hervouet et de Fabienne Geuser. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un plaisir d'accueillir ce soir, en effet, Daniel Hervouet. On se connaît depuis un certain nombre d'années, et en particulier parce que je crois que chacun à sa façon, on essaye de filer cette métaphore du management dans les organisations. Et il y a quelque chose qui est absolument fascinant dans les organisations, dans les grandes organisations, ce sont des mondes. Il y a le monde de l'industrie, il y a le monde de la communication, il y a le monde de la santé, il y a le monde de la justice, où dans chacun de ces mondes, il y a des conventions, il y a des règles, il y a des normes, il y a des langages, il y a des rituels, et puis il y a aussi beaucoup de savoir-faire. Le point commun, je trouve, entre le monde on va l'appeler au sens large, militaire, et le monde de l'entreprise,
c'est qu'il y a un pont très fort, il y a quelque chose qui les relie, c'est le sens de l'action. Et je vais peut-être demander à Daniel Herouet, puisque c'est le passage obligé un petit peu dans cette émission, de retracer son parcours, parce qu'il est tout à fait caractéristique de quelqu'un qui, dans un monde, passe beaucoup de temps à ausculter les autres mondes, et c'est ce dont on va bénéficier ce soir. Monsieur le contrôleur général, cher Daniel. Merci beaucoup, Franck. Alors, c'est toujours un petit peu embarrassant de devoir raconter sa vie. Alors, je vais essayer surtout de focaliser sur un certain nombre de points qui peuvent vous intéresser. Moi, j'ai découvert une espèce de vocation qui dormait au fond de moi pour le métier militaire à travers des camarades de lycée à Versailles, là, qui étaient des enfants, des fils de militaires, et qui m'ont parlé des événements qu'ils avaient vécus comme enfants à l'occasion des déplacements. Certains étaient nés en Algérie, etc. Et j'ai commencé à trouver ça intéressant. Intéressant pourquoi ? Parce que, vous verrez qu'il y a des logiques un peu partout, parce que ça rejoignait un petit peu mon amour pour l'aventure, lu dans la littérature, toutes ces choses qui m'ont fait rêver lorsque j'étais gamin. Et je me suis dit d'un seul coup, tiens, il y a quelque chose qui pourrait, d'une certaine manière, et à l'époque, bien sûr, le regard que j'avais sur le monde militaire, c'était un regard totalement irréaliste. Je me disais, je vais pouvoir trouver dans le monde militaire ce que j'ai rêvé pendant mon enfance. Le rêve du chevalier blanc qui va sauver la veuve et les orphelins. Vous aurez l'occasion de poser aussi un certain nombre de questions, mais je crois qu'il y en a une qui est centrale à la réunion de ce soir, c'est comment allier performance et humanisme. Et certains considèrent que l'humanisme, c'est quelque chose de tout à fait large, vaste, que c'est une notion, que c'est un concept, que sais-je. Mais il y a peut-être une première question qu'on aimerait te poser, c'est quelle est ta conception, ton approche de l'humanisme dans ce monde où parfois on pourrait avoir l'impression que le chef doit faire obéir, n'oublions pas que le mot stratégie, stratagen, c'est la conduite des armées, doit faire obéir sans avoir du tout le sens de la relation humaine. Donc c'est peut-être une première approche qui serait une question générale sur ta conception de l'humanisme. Je dirais que c'est un petit peu le résultat d'une visite du champ de bataille. Le champ de bataille de la vie de la société, à travers les entreprises, les administrations. Et qu'est-ce que je constate ? C'est qu'il y a beaucoup de morts. On imagine un champ de bataille, Waterloo le soir, etc., avec des cadavres partout. Eh bien, ces cadavres, c'est quoi ? Ce sont des gens qui, dans leur entreprise, sont utilisés un petit peu comme un matériau combustible, qui sont placés dans les pires postures pour agir, c'est-à-dire qui ne sont pas impliqués dans l'action, qui ne sont pas valorisés. Cet après-midi, par exemple, j'ai reçu un message d'une amie qui est traductrice, avec qui je suis en relation professionnelle également, et elle me disait, là j'ai reçu un message de telle maison d'édition pour laquelle elle a déjà traduit quantité de livres. Et pour la première fois, la personne qui est en charge des relations avec moi m'a dit « Eh bien écoutez, votre traduction était satisfaisante et nous sommes assez contents de ce que vous avez fait. » Elle avait déjà traduit 10 ou 15 livres pour eux, mais ils n'avaient jamais trouvé l'occasion de lui dire ça. Alors ça, c'est le côté, je dirais, le plus soft. Mais il y a le côté hard également, de toutes ces structures que je vois fonctionner sur le mode du dysfonctionnement. La plupart, moi c'est ma conviction, des organisations ne fonctionnent pas, elles dysfonctionnent. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les responsables d'entités, de groupes, de bureaux, enfin bref, sont focalisés sur leur positionnement par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à des objectifs, utilisent donc les gens sans avoir le souci de transformer ce potentiel humain qu'ils ont à leur disposition en une machine de guerre, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, en un moteur turbo qui peut tirer au maximum, mais au contraire, à travers
le mode de management par la peur, par la souffrance, etc., et essayent de maintenir leurs troupes parce qu'eux-mêmes ont peur de leur autorité. Ils ont peur de leur autorité parce qu'ils ne savent pas s'en servir, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas exactement quels en sont les ressorts, et donc ils partent du principe que l'autorité, c'est la seule chose qu'ils ont observée autour d'eux, c'est-à-dire une façon de faire tomber les événements du haut vers le bas, et si possible en ayant le moins de contact avec le bas. Ce que tu nous dis un petit peu, c'est que pour beaucoup, il est difficile de concilier autorité et humanisme, alors qu'en fait, ça se concilie parfaitement. À partir du moment où on désinhibe les gens sur la relation humaine, parce que très souvent, parler de relations humaines, dans l'esprit des gens, c'est faire de la démagogie. C'est je vais être gentil avec mes collaborateurs, je vais leur dire oui pour tout, je vais organiser un petit point en fin de semaine, moyennant quoi, tout ira bien. En ayant ça comme objectif, bien évidemment, les gens se rendent compte que ça ne fonctionne pas, parce que lorsqu'on fait de la démagogie, on n'en a jamais suffisamment fait. La véritable autorité, justement, c'est quelque chose qui allie à la fois un intérêt réel pour ses collaborateurs, c'est-à-dire l'intérêt réel, c'est voir le potentiel qu'il y a en chaque individu. Chaque individu n'a pas le même que son voisin, mais chacun a un potentiel, aussi petit soit-il, et ça dans le milieu militaire on le sait très bien, et on essaie de le valoriser au maximum, chaque individu a un potentiel, chaque personne peut être mise à un poste où on peut optimiser ses compétences. Et un élément qui est absolument fondamental, c'est que chaque contribution au succès collectif ou à l'action collective doit faire l'objet d'une reconnaissance. Il ne s'agit pas chaque soir de dire « Oh, c'est formidable », etc., d'avoir des formules dithyrambiques, mais il faut avoir les bons gestes. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut se développer qu'au fil du temps. C'est pour ça que j'aime parler de cette notion d'humanisme, parce que je ne pourrais pas vous donner 5 recettes ce soir pour arriver au résultat optimal en matière d'exercice de l'autorité, en matière d'optimisation du fonctionnement humain dans votre structure. En revanche, ce que je souhaite, moi, c'est simplement vous éveiller à l'idée selon laquelle vous devez développer ce potentiel-là en vous-même. Lorsque vous avez une autorité à exercer, apprenez à exercer cette autorité-là, en étant à l'écoute, en essayant de faire fonctionner un petit peu votre cœur en même temps que votre cerveau pour les objectifs, etc., et votre cœur pour dire « est-ce que ce que je demande est acceptable ? Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que les gens à qui je demande quelque chose sont capables de le faire ? Parce que s'ils ne sont pas capables, c'est vous qui êtes coupable à ce moment-là, vous voyez ? Donc il y a tout ce travail de mise en perspective de l'individu dans son milieu humain, qui doit véritablement faire l'objet d'un travail continu. Moi, ce que je trouve très intéressant, là, en tant que directeur d'école, c'est de voir que souvent, on idéalise la grande stratégie, la gestion des grands groupes, les grandes notions de management. Alors qu'en fait, et je voudrais partager un petit peu cela en posant la question, le grand apprentissage de tout cela, ça se passe avec l'unité élémentaire, le petit groupe d'ailleurs dans le monde militaire, dès le fonctionnement du binôme. Je trouve que c'est la première partie de carrière qui doit être extrêmement forte en enseignement pour tout cela, puisque c'est dans le petit groupe, avec l'équipe élémentaire, qu'on voit réagir, qu'on voit fonctionner toute cette alchimie humaine. Et je trouve que parfois, dans nos écoles, et à travers ce que l'on fait, la notion de middle management est presque dévalorisée, alors qu'en fait, c'est là que se fondent les bons principes qui feront que les managers de la petite équipe donneront la graine de grands dirigeants demain. Est-ce que c'est un petit peu ton approche ? Absolument, d'autant plus que dans le cursus militaire, il est absolument impensable d'exercer d'autres responsabilités si on n'a pas été à la base. C'est-à-dire que la carrière se commence pour un officier au grade de lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant, et pendant ce temps de lieutenant, on est au commandement de petites formations qui sont à la base, et ces formations sont composées non pas de super Rambo ayant un cerveau fonctionnant à 10 000 km/h, etc. Ce sont des gens simples, qui sont souvent solides. Alors on pourrait dire un peu des paysans, mais les paysans, il n'y en a plus en France, donc je ne dirais pas ça. Mais vous voyez, un petit peu, c'est des gens solides, parce que les gens qui s'engagent pour être militaires du rang, très souvent, à travers leur formation, développent
des caractéristiques foncières qui sont un petit peu les caractéristiques du paysan. D'ailleurs, très souvent, il y a des chefs militaires, et il n'y a pas très longtemps, le chef d'état-major des armées, alors dans une unité, a dit « Bon, surtout, veillez bien à développer l'esprit paysan. » Et cet esprit paysan, ce n'est pas pour en faire des agriculteurs, c'est pour en faire des gens rustiques, solides, qui connaissent les fondamentaux de la nature. On sait que la nuit, il ne fait pas jour. On sait que quand il pleut, c'est plus difficile que quand il y a du soleil. On sait que quand il y a du soleil, on se déshydrate, etc. Bon, toutes ces choses fondamentales, solides, eh bien, se découvrent à travers ces gens rustiques qui ont besoin qu'on leur explique bien les choses qu'on leur demande. Il ne suffit pas de balancer un ordre fulgurant, exprimé dans un français parfaitement châtié pour que ce soit compris. Il faut trouver la bonne expression, le bon vocabulaire correspondant à la population qu'on a en face de soi. Et c'est là vraiment, à travers toutes les rugosités, toute l'inertie qu'il peut y avoir également à la base, eh bien qu'on apprend véritablement le métier et qu'on voit où sont les effets de levier qu'on peut utiliser. Et quand on découvre ça progressivement, alors là, on devient amoureux de cette technique. Et c'est la raison pour laquelle on veut absolument que tous nos jeunes passent par là, parce que lorsqu'on est passé par ce cheminement, vous savez, c'est un truc extraordinaire. Parfois 10 ans, 20 ans ou même plus, on redécouvre des hommes qu'on a pu commander et qui nous disent des choses fabuleuses dans le genre « Ah, il y avait des tas de choses que je ne comprenais pas. » Eh bien, j'ai découvert à ce moment-là qu'effectivement, tous les efforts que vous nous faisiez faire, ben, ce n'était pas du sadisme, ce n'était pas de la méchanceté ou je ne sais quoi, mais vous nous avez transformés en des gens plus solides. Et ça, quand on le découvre à la base, on voit par la suite comment, aux différents niveaux de responsabilité, il faut construire la résilience des groupes qu'on a à diriger. Et cette résilience, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique sur un coin de table ou par une note de service. C'est quelque chose qui se fabrique par la création, chaque fois, à nouveau, d'un nouveau mode de relation, d'une nouvelle relation. On repart à zéro, un peu comme quand l'entraîneur d'une équipe passe de, je sais pas quoi, de Marseille à Paris, quoique ça c'est un peu difficile peut-être, mais voilà, change d'équipe et doit redécouvrir intégralement l'ensemble de l'équipe. Je rebondis juste, je laisserai le professeur de Gueuzer après poser une question, mais vraiment en t'écoutant, et je crois que ça se trouve dans l'ensemble de tes livres, consacré au management, je pense à Mener les hommes pour la première fois, ou bien dans le dernier sur le besoin d'autorité, la nécessité de l'observation, l'alliance aussi du pratique, du concret et de la réflexion. Et je crois qu'il y a un petit chapitre dans Besoin d'autorité. Ce sont des chapitres courts, des chapitres très, très pratiques, tirés de l'expérience, qui, par exemple, abordent l'observation des individus dans leur milieu, un peu comme on observe les animaux, les éthologues le font avec leur propre milieu. C'est quelque chose qui paraît extrêmement naturel, et qui pourtant n'est pas toujours enseigné dans nos écoles. Le fait d'appréhender le body language, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement formulé et pratiqué. Je crois que tu prends le cas, des jeunes femmes dans leur environnement professionnel, etc., etc. Ça me paraît extrêmement... Si tu pouvais revenir peut-être là-dessus, je trouve que c'est quelque chose qui nous fait progresser dans le monde des écoles. Alors, il est certain que dans l'exercice de l'autorité, il y a un énorme défaut qu'on retrouve très, très, très fréquemment, qui consiste pour un nouveau chef, disons, pour un terme générique, un chef qui arrive, qui prend une responsabilité, c'est dans les 48 heures ou moins même de dire, bon, jusqu'à présent, ok, vous avez fait des trucs, mais à partir de maintenant, on va devenir sérieux, on va mettre le turbo, on va aller à 100 à l'heure et on va devenir professionnel. Sous-entendu, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était quand même un peu de l'amateurisme, quoi. Bon. Alors que cette technique, c'est pas véritablement une technique d'ailleurs, c'est une attitude qui résulte d'une réflexion humaine. Cette attitude qui consiste à simplement regarder comment ça marche. Expliquez-moi. Expliquez-moi votre travail, expliquez-moi vos responsabilités, etc. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ce travail de manière satisfaisante, optimale, ou bien est-ce que vous avez des petits problèmes, etc. Écoutez, faire l'éponge, engranger les choses. Et au bout d'un certain temps,
les gens ont le sentiment d'avoir été entendus, écoutés, que vous vous êtes intéressé à leur portion de travail contribuant à la mission de l'entité que vous dirigez. Et vous pouvez, à ce moment-là, les réunir pour faire un pas en avant en disant, bon, si j'ai bien compris votre mission, votre travail, c'est ci, c'est ça, etc. Mais certains d'entre vous m'ont dit que, bon, là, il y avait des choses perfectibles. Alors, je vous propose que nous travaillions ensemble pour avancer sur ces différents points. Hein, comme ça, les procédés que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent, etc., pourront être optimisés grâce à l'expérience que vous avez accumulée. Parce que moi, j'arrive et je ne peux pas vous proposer des grands changements radicaux parce que c'est vous qui êtes les possesseurs de la compétence dans votre domaine. Alors, cela étant, bien sûr, profitant de ce travail en valorisant celui de vos collaborateurs, vous pouvez rajouter votre couche, hein, bien évidemment. Mais cette couche ne doit pas être plaquée. Ça ne doit pas être simplement un schéma appris dans une grande école en disant, bon, on m'a appris que quand on arrive, d'abord, il faut resserrer les ressources humaines, il y en a toujours trop, il faut concentrer, il faut mettre du matriciel, etc. Bon, si ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être. Hein. Donc, il faut être extrêmement pragmatique et surtout donner le sentiment aux gens dont on prend la responsabilité que ce sont eux qui comptent, qu'ils ont une expérience, qu'ils sont porteurs d'une expérience et que cette expérience, on va encore la porter plus haut. Moi, en tant que professeur, moi, ce qui m'intéresserait aussi d'avoir, c'est votre point de vue sur la transférabilité du type de gouvernance militaire au management traditionnel. Autrement dit, d'avoir votre point de vue sur qu'est-ce qu'il y a de spécifique à être un dirigeant militaire par rapport à un dirigeant dit normal, et comment ça peut s'enrichir. Et pour être plus précis, je voudrais peut-être votre point de vue sur donc, deux de ces dimensions qui sont très fortement associées à l'armée. D'abord, la notion d'ordre, d'autorité, de hiérarchie extrêmement formelle, qui actuellement, dans beaucoup de business schools comme la nôtre, sont remises en question, surtout en particulier dans cette école qui se construit beaucoup sur l'idée de l'entreprise libérée, de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, et peut-être d'une contestation d'une forme d'autorité formelle qui est incarnée par l'armée. Autrement dit, donc, quel est votre rapport, quel est le rapport de la gouvernance militaire à la valeur de la hiérarchie, de l'ordre, etc. et en quoi c'est transférable dans le monde actuel. Le deuxième point, c'est le rapport à la complexité. On associe beaucoup l'armée à des travaux faisant face à une complexité, une imprévisibilité, un danger, etc. énorme. Est-ce qu'il y a une manière typiquement militaire de diriger dans ce monde-là? Et est-ce que ça a quelque chose à nous apporter, nous, en major? Donc vous voyez le rapport à l'ordre et le rapport à la gestion du complexe. Bien, merci. Alors, il y a beaucoup de choses, en définitive, hein, dans ces deux questions. Alors, le rapport à l'ordre. L'ordre militaire, à travers les époques, a bien sûr énormément évolué. Mais j'aime à citer l'Anabase de Xénophon, écrit antique, racontant le retour des armées d'Alexandre dans les conditions un petit peu difficiles vers la Grèce. Bon. J'ai lu ça lorsque je commandais mon escadron. Et je le lisais tous les matins, j'arrivais beaucoup plus tôt que tout le monde, et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je lisais. Et j'y puisais en permanence des éléments qui étaient parfaitement d'actualité. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, on voyait un chef, qui était un chef du temps de guerre, et qui devait intégrer les éléments qui font que, placé dans un danger permanent, environnant, dans une fatigue constante, dans une pénurie de moyens, eh bien, devait malgré tout maintenir dans sa formation, dans son unité, le désir de poursuivre et de ne pas tout abandonner. Et au fil du temps, bien évidemment, la forme de l'autorité militaire a pu évoluer à certains moments, comme on a pu voir également dans les entreprises, dans les administrations, dans l'État, à l'école. Hein, en Angleterre, on a abandonné depuis pas très très longtemps le caning, hein, la punition corporelle. Bon, même ça, comment s'appelait-il, le roi chevalier allemand, la mince, son nom m'échappe. Même lui, le roi de Prusse, y avait renoncé parce qu'il s'est rendu compte que c'était complètement contre-performant. Ce personnage, dont je n'arrive pas à retrouver le nom malheureusement, a découvert en campagne que la meilleure façon de se faire obéir était de montrer l'exemple. Et l'exemple, c'était quoi ?
c'était d'être dans l'arrière-garde de son armée, toujours là où il y a le plus de danger lorsqu'on a l'ennemi aux trousses, les jours de bataille perdus. C'était de dormir sous la pluie au bivouac avec ses hommes, etc. Alors, c'est vrai, il y a des phases dans lesquelles, notamment quand on ne fait pas la guerre, cette discipline formelle reprend un petit peu le dessus et devient assez insupportable, y compris d'ailleurs pour les militaires de carrière. Bon. Mais chemin faisant, sur le long terme, qu'est-ce qu'on a pu découvrir de cet exercice de l'autorité ? Eh bien, en définitive, qu'il repose essentiellement sur ces principes que je développe depuis le début, c'est-à-dire une certaine forme d'affection pour les gens qu'on dirige, une compréhension, une empathie, une intégration de leurs préoccupations. Hein. Alors, le général peut avoir envie de gagner la bataille, mais le soldat, lui, qui est au fond d'une unité, etc., de quoi a-t-il envie ? Il a envie d'avoir un toit au-dessus de la tête pour la nuit, il a envie de pouvoir manger un repas, il a envie de rentrer chez lui, etc. Et donc, ça, il faut réussir à le combiner. Hein, c'est-à-dire combiner une performance militaire, gagner quelque chose, hein, remporter un combat, et puis satisfaire des attentes naturelles chez les individus. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement transposable. Hein. Alors bien sûr, on peut dire que la forme militaire, mais même la forme militaire aujourd'hui, vous savez, vous allez dans les unités, etc., les mains qui claquent sur les cuisses, etc., c'est plus trop dans les mœurs non plus. Hein. Alors il y a la tradition du salut militaire, etc., mes respects mon capitaine, etc. Bon. Hein, au lieu de dire bonjour madame, etc., on dit mes respects mon capitaine. Ça n'est qu'une formule. Sur des grades extrêmement détaillés et formels. Ah oui, les grades existent. Sur une structure sociale alors là, extrêmement formelle. Oui, alors, mais si vous me lancez là-dessus, moi je vous répondrai à la chose suivante. Hein, c'est que dans l'entreprise, alors bien sûr, il n'y a pas de grade, hein, il n'y a pas de colonel, président, etc. Bon, mais il y a quand même un président. Il y a les membres du COMEX. Les membres du COMEX, c'est les directeurs de différentes entités. Ils sont directeurs de quelque chose, du marketing, des finances, de la production, etc. Bon. Et puis après, il y a des responsables d'entités. Alors, ils n'ont pas un grade visible sur les vêtements, mais qui effectue les notations, qui fait les préparations éventuelles de mutation, qui pousse les gens vers la sortie. Ce sont des gens qui ont une position hiérarchique, même si elle ne dit pas son nom. Et d'ailleurs, très souvent, c'est beaucoup plus traître. Hein. Vous savez très bien, comme moi, qu'il y a plein d'entretiens annuels qui sont sautés pour éviter d'avoir le contact direct avec la personne, etc. Bon, on lui dit dans le couloir 2-3 petites choses, oh, oui, une petite mutation, etc., qui est apprise 5 minutes quasiment avant le moment où on vient fermer son bureau pour lui dire allez vous mettre dans le fond du couloir à droite là-bas. Et tout ça, alors effectivement, c'est pas hiérarchique, mais c'est extrêmement violent. Hein, ces gens qui doivent vendre des produits qui n'ont aucune utilité pour des gens qui ne sont pas capables d'en apprécier, personnes âgées, etc., d'en apprécier la valeur ou la non-valeur et qui vont sortir leurs maigres économies pour se payer ce service qu'on les contraint à acheter, etc. Est-ce que ça n'est pas violent, ça, hein, dans le monde militaire, en opération, il y a un code du soldat qui interdit de faire un certain nombre de choses et on le fait respecter, et on protège les populations, etc. Là, dans ce type de démarche où il n'y a pas de hiérarchie, on va violer l'intimité des gens, on va bousculer leur confort matériel en les privant d'un certain nombre de ressources, en les endettant d'une manière dissimulée. C'est extrêmement violent tout ça. Hein. Bon. Donc tout ça pour dire que le côté hiérarchique, hein, bon, d'une certaine manière, ça clarifie les choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe dont on s'éloigne de temps en temps, dans le temps de paix, c'est un chef, une mission, des moyens. Ça, c'est quelque chose de fabuleux, qu'on redécouvre d'ailleurs en opération. Lorsque, en France métropolitaine, on travaille sur les questions de logistique, d'équipement, etc., alors là, on est dans le matriciel. Et je ne vous dis pas le désordre que ça peut intégrer. Il n'y a pas de vrai responsable, les gens vont d'un responsable à l'autre, etc. Il n'y a pas d'échéance, ou les échéances sont très floues, et personne ne peut remettre de l'ordre dans la boutique. Bon. Et ça donne des dérives dans les programmes, des surcoûts dans les programmes, etc. Quand on est sur le terrain, on retrouve l'efficacité, mais une efficacité d'enfer. Parce qu'il y a un patron qui commande l'opération,
qui commandent complètement l'opération, et quand la logistique n'est pas au rendez-vous, quand les munitions ne sont pas là pour les combattants, quand on n'est pas en mesure d'apporter de l'eau en première ligne pour les combattants, je peux vous dire que là, effectivement, ça souffle, et tout le monde est d'accord pour que ça souffle. Et ceux qui sont pris en défaut sont à genoux à présenter leurs excuses en se disant « c'est vrai, j'ai omis quelque chose qui aurait permis d'apporter aux combattants sur le terrain ce dont ils ont vraiment besoin. » Et quand on est dans la drare des Ifogaz par 50 degrés, je peux vous dire que les bouteilles d'eau, c'est pas du luxe, quoi, hein. Bon, voilà. Donc, il y a une certaine forme d'hypocrisie à dire hiérarchie, pas hiérarchie. Moi, je dirais que, honnêtement, pour avoir touché un petit peu tous les milieux, le degré de chaleur humaine dans l'exercice de l'autorité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on les retrouve autant développés, autant valorisés et autant enseignés ab initio que dans le milieu militaire. Donc ça, c'est véritablement un point très positif. Alors maintenant, le management, l'exercice de l'autorité dans un environnement complexe. Alors effectivement, c'est le cœur même du métier militaire que de décider en environnement complexe. Hein, il y a plein de choses à prendre en compte sur le champ de bataille. Et quand je dis champ de bataille, je ne parle pas des batailles de Napoléon, hein, je parle aujourd'hui des théâtres, hein, le Levant, le Sahel, etc. Imaginez le Sahel, hein, vous voyez un petit peu l'immensité du territoire. On a 4000 hommes sur le territoire pour contrôler la bande. Et je dois dire que, bon an, mal an, on y arrive plutôt bien. Hein, plutôt bien. Ce qui est quand même assez effarant, quoi, hein. 4000 hommes, vous imaginez, 4000 hommes, ça ne remplit pas un stade. Hein, vous imaginez, bon. Et ces gens-là répartis sur cette immense zone, mais tout ça pourquoi ? Parce qu'on arrive à gérer les relations avec des alliés qui fournissent du renseignement, des moyens aériens qui sont mis à disposition par les uns, par les autres. Il y a des coordinations avec les autorités politiques locales, avec des ONG, enfin bref, c'est d'une complexité immense et bien sûr, s'ajoutent l'ennemi, les composantes ennemies, etc. Alors, ça veut dire que depuis tout jeune, on doit apprendre des méthodes de raisonnement qui permettent de déboucher sur des choix tactiques ou stratégiques construits. Alors, c'est certainement pas le choix idéal, hein, parce que ces choix sont prononcés par des individus, des êtres humains qui raisonnent avec leurs capacités, avec les moyens techniques qu'on met à leur disposition, avec les collaborateurs qui sont autour d'eux. Bon. Mais en tout état de cause, c'est infiniment mieux que de raisonner avec un doigt mouillé, simplement, hein, ou bien en s'adossant au génie du dirigeant suprême qui a une vision et qui se dit « Tiens, il faudrait racheter un tel parce que, machin, en combinant avec truc, ça nous permettrait d'être plus fort dans tel ou tel secteur. » Je ne suis pas sûr que le mode de raisonnement tactique ou stratégique développé dans le milieu militaire soit aussi développé dans le monde de l'entreprise. Ce que j'ai pu constater pour avoir animé un certain nombre de séminaires de COMEX, de grands groupes, et on a une expérience en commun en la matière, plusieurs, parfois on est un peu effaré de voir la façon dont on décide, hein, la façon dont la décision descend du ciel direct. On peut être plus que sceptique, hein, devant ces prises de décision. Dans le domaine politique, on retrouve exactement le même mode de fonctionnement. Alors, un petit additif, disons, à ce raisonnement sur le mode de gestion du complexe, la grande difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est l'impératif de la communication. C'est-à-dire que dès lors qu'on est visible, et les entreprises sont visibles, le pouvoir politique est visible, eh bien, il y a une espèce d'impératif. Regardez aujourd'hui les attentats au Royaume-Uni, hier en France, en Allemagne, ailleurs, etc. Bon, ça se reproduit sans arrêt. Et là, bien évidemment, vous avez le pays entier vous avez des millions de pères d'yeux dirigés vers le Premier ministre ou le Président, etc., pour dire « alors, qu'est-ce que vous faites ?» Et dans ces conditions, c'est extrêmement difficile de garder le recul, le sang-froid, le souci de travailler sur le fond véritablement et pas sur le cosmétique. Dans le genre, on va voter une nouvelle loi, on va créer une nouvelle unité, on va créer un nouveau groupe de je ne sais quoi, etc. Ça, c'est effectivement le gros défaut qui résulte principalement de l'hypermédiatisation aujourd'hui. L'avantage
dans le monde militaire, c'est qu'on essaye de s'extraire de ça. Alors bien sûr, on dit, mais quelle horreur, ils essayent de dissimuler leurs choses, leurs actions, etc. Cela étant, c'est un absolu impératif. Pourquoi ? On évoquait les questions médiatiques tout à l'heure. Si vous mettez une demi-douzaine de journalistes embedded, comme disent les anglo-saxons, on les met dans un blindé, etc., et on les amène, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer par tous les moyens de livrer le scoop disant qu'une attaque est imminente au nord de Gao, je ne sais quoi. Imaginez la catastrophe. Je vous renvoie à ces reportages que nous avons vus lors de la prise d'otage de l'hypercachère, où vous aviez BFM TV qui disait il y a des otages ou des gens qui sont cachés dans la cave. Imaginez l'irresponsabilité, mais gigantesque, de ces journalistes qui ont mis en danger, simplement pour dire je sais un truc de plus que la chaîne d'à côté, qui ont mis en danger la vie d'un certain nombre de personnes qui étaient encore au bout de la Kalachnikov, potentiellement du type qui les prenait en otage. Bon. Donc, il est évident que pour mener à bien une action, il faut prendre de la distance par rapport à la communication. Et ça, c'est une vraie qualité de dirigeant que d'être capable de s'extraire. Alors pour ça, il faut mettre un paravent devant. Le paravent, c'est un chargé de com, astucieux, brillant, tout ce qu'on veut, qui donne le minimum d'éléments. Et surtout, il est impératif de ne pas céder à l'espèce de chantage. Mais alors, vous ne voulez pas nous dire, mais alors vous nous cachez quelque chose ? Silence. On n'a pas à céder au chantage de quelqu'un qui veut simplement rajouter une petite ligne de nouveauté à l'information. C'est trop grave. De la même manière, lorsqu'on est dans une structure comme une entreprise, il y a des choses importantes, il y a des drames qui se produisent dans les entreprises. Lorsque on découvre une malfaçon gigantesque qui peut avoir un impact, je vous renvoie à certaines marques automobiles, dans l'agroalimentaire, etc. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, ça, il faut que ce soit géré intelligemment en interne. Et pour ça, effectivement, disposer d'une chaîne hiérarchique, alors on l'appelle comme on veut, mais enfin une chaîne de responsables, pour retransmettre les informations du sommet ou de la base vers le sommet, qu'il y ait une véritable circulation d'informations pour que tout le monde se sente uni au paquet dans la gestion de cette difficulté, eh bien ça c'est important. Donc, du monde militaire, on peut retirer effectivement, pour le monde du management, cette nécessité d'avoir une capacité à fonctionner de manière homogène, solidaire, avec une bonne cohésion, à l'abri des médias, et en développant, alors pour revenir sur le complexe, en développant des modes de raisonnement internes pour définir des options stratégiques et en faire la pédagogie auprès des acteurs, jusqu'au niveau le plus bas possible. Parce que si on a cette capacité de faire de la pédagogie en expliquant aux gens pourquoi il faut faire telle chose en particulier dans tel délai, ils seront infiniment plus efficaces. Si on leur dit allez à droite, allez à gauche, allez à droite, allez à gauche, ils diront bah oui, je vais à droite, je vais à gauche, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais, quoi. Et ça, on le voit très souvent. Et j'avais cité la dernière fois que je suis venu dans cette maison une anecdote que Jack Welch, l'ancien patron de GE, raconte dans un de ses livres, où il a rencontré un jeune retraité qui allait partir de l'entreprise. Il l'a croisé dans le hall du siège. Il a discuté un petit peu avec lui. Et alors, il lui a dit, alors, vous êtes où ? Vous faites quoi ? Le type lui dit, je pars à la retraite. Bon, alors, ça va. Vous avez été bien dans cette entreprise. Vous avez passé combien de temps ? J'ai passé 30 ans. Ah oui, alors, bon, très bien, bravo. Et il lui dit, le type qui partait à la retraite, lui dit, Monsieur le Président, si vous permettez, je vous ferai juste une petite remarque. Pendant 30 ans, vous avez payé mes bras, mais pour le même prix, vous auriez pu avoir ma tête. Et ça, c'est important. Le fait de mobiliser la tête des gens. Ils ont une tête, ils ont tous une tête, quoi. Il faut en être conscient. Cet humanisme dont je parlais tout à l'heure, c'est la prise de conscience de ça. C'est que chaque individu est une certaine forme de moteur, quoi. Il faut mettre tous les moteurs en route pour faire avancer la machine le plus vite possible. Si vous mettez en route seulement le moteur que vous avez en vous, il va falloir tirer la charge, quoi. Alors que si tous les moteurs sont en route, là, on avance bien. Alors, on peut... parce que le livre qu'a sorti Daniel Hervouet, Besoin d'autorité, c'est en fait une lettre aux dirigeants d'école.
Et je dois dire qu'elle était extrêmement interpellante parce que c'est très exigeant ensuite que de traduire tout cela, et en particulier sur un volet qui est celui de l'exemplarité du chef. Et je dois dire que dans nos grandes écoles, si on le comprend intellectuellement, on a cette difficulté à faire en sorte de passer ce devoir d'exemplarité. Alors ça passe évidemment avec le grand professoral, ça passe aussi avec les anciens, mais quel est, sans révéler les secrets, et même si c'est pas, on ne peut pas le traduire avec des recettes et des éléments, mais le chef exemplaire dont on rêve, et on voit bien que dans le monde militaire, il y a quelque chose qui se produit, et que le chef, il est leader, mais il est leader parce qu'il y a précisément des followers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir le suivre, et pas simplement parce qu'ils doivent le suivre. Est-ce qu'il peut y avoir, de façon tout à fait concentrée, quelque chose qui explique que, eh bien, on sait dans le monde militaire sécréter ces chefs exemplaires, même si tout le monde ne sera pas exemplaire? Alors, l'exemplarité, c'est une chose qui est assez difficile à développer, mais lorsque, dans les écoles militaires, on essaye d'évoquer ce thème-là, on l'évoque avec les tout jeunes élèves officiers, les tout jeunes élèves sous-officiers, et puis les caporaux, quand on leur fait passer le stage pour devenir caporal, on essaye de leur enseigner ça. Et les fondamentaux, c'est vraiment les fondamentaux de la vie de tous les jours. L'exemplarité, c'est être à l'heure. Et être à l'heure pour le chef, c'est être un petit peu avant l'heure, bien sûr, pour ne pas arriver en même temps que tout le monde. Il faut que, quand tout le monde arrive, quand c'est l'heure, le chef soit déjà là, prêt à commencer. Bon. Il faut qu'en termes de tenue, par exemple, il ait la tenue adéquate. Bon, si on est dans un endroit où tout le monde porte la cravate, il faut avoir une cravate. Si on est dans le domaine, je sais pas quoi, de la mode, de la création, bon, il faut avoir le look un peu qui convient. Bon. Dans les propos, dans les relations aussi, si on s'attend à ce que les autres disent bonjour, il faut également dire bonjour, etc., avoir une relation de politesse. Lorsque un travail doit être fait, c'est être soi-même parfaitement dans les délais, que tout le monde n'arrive pas avec son dossier prêt, etc. Et bon, écoutez, merci, mais moi j'ai pas eu le temps de boucler. Accordez-moi encore 8 jours, et puis voilà. Bon, ça ne va pas. Mais bon, ça c'est le niveau 0, le niveau 0,5 de l'exemplarité, mais ça compte quand même. Ça compte. On dit que la ponctualité est la politesse des rois, donc c'est quand même un élément important. Et puis il y a tous les autres éléments et qui sont beaucoup plus subjectifs. Et ces éléments subjectifs, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui fait que l'équipe, autour d'un leader, d'un patron, d'un chef, etc., ait envie de travailler avec. C'est « Ah oui, mais travailler avec lui, travailler avec elle, c'est un vrai plaisir. On sait où on va. Il nous informe bien en amont. On sait pourquoi on fait ça. On mesure bien les enjeux. Il ne nous a pas baratiné. Il nous a dit qu'on était sur le fil du rasoir et que si on ne réussit pas à décrocher tel contrat, la boîte va couler. Ce n'est pas pour faire du chantage, parce qu'il a attendu le dernier moment pour nous le dire. C'est le Floch, le patron d'Armor Luxe, qui, un soir d'inondation dans ses usines à quelques semaines de Noël, où se fait le gros de la vente des vêtements Armor Luxe, là, eh bien, subit une inondation qui vient dans les ateliers et tout est sous la flotte, tout est foutu. Tout est foutu. Donc, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Dès qu'il y a eu le reflux de l'eau, il a été acheter des balais, des serpillères et des seaux d'eau, et il est revenu avec sa voiture, il a mis tout ça là, il a dit « Ceux qui veulent bien m'aider pour remettre en état, vous êtes les bienvenus. » Et lui, le premier, a pris un balai, une serpillière. Ça servait à quoi ? Alors on peut dire c'était de la démago, non, pas du tout. Il s'est dit, si on ne se bagarre pas maintenant pour remonter la pente, on ne va pas y arriver. Donc prendre le balai et la serpillière, ça ne servait à rien, parce qu'on ne pouvait pas reproduire pour autant, n'empêche qu'il l'a fait. Et quelques mois après, il a déplacé son usine en position haute, etc. Et l'ambiance dans cette entreprise est extraordinaire, globalement extraordinaire. Les gens sont mobilisés. C'est ça un petit peu, l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher sans arrêt à être exemplaire. Mais il faut se dire simplement, je dois être digne d'eux. C'est-à-dire que je ne dois pas me dire, ouais, bah, moi je suis le patron, donc je peux avoir un bureau grand luxe et puis eux les laisser dans une petite soupente pourrie.
Je peux arriver en basket, en tongs, je sais pas quoi. Et puis eux, bon, quand même, ils font du commercial. Ils sont devant le client, donc il faut qu'il soit beau, bien propre, etc. Mais moi, cool Raoul. Bon, non, voilà, c'est ça, c'est sans arrêt avoir le désir d'être digne des gens qu'on dirige, en se disant, ils ne me suivront que si je mérite d'être suivi. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour mériter d'être suivi ? Je vais vous citer un exemple, un cas concret, ça a été dans la presse, donc je peux en parler très, très facilement. Il y a eu au moment des événements en Côte d'Ivoire un incident assez grave, très grave même, où il y avait un coupeur de route, vous savez, cette espèce de brigand à la tête d'une centaine de tueurs, là, sans foi ni loi, qui massacrent hommes, femmes, enfants, etc. Bon, qui fait le trafic qu'il veut à la tête de sa troupe. Bon. Et un jour, il y en a un qui a été arrêté par une unité qui était sur le terrain. Et à un moment donné, il y a eu un compte-rendu qui a été fait à l'état-major, et il y a un ordre qui est arrivé qui était pas très ambigu et qui laissait supposer que ce gars-là ne devait pas arriver jusqu'à la capitale. Donc il y a quelqu'un qui lui a collé un sac en plastique et qui l'a tué. Immédiatement, mais dans l'heure qui a suivi, il y a un officier qui a appelé l'état-major de l'armée de terre en disant « voilà ce qui vient de se passer ». Et je peux vous dire que dans la cascade, mais alors ça n'a pas traîné, c'était une question de minutes, de coups de fil, quoi, le temps qu'il faut pour passer un coup de fil. Toute la chaîne hiérarchique a été virée et remplacée. Et alors là, je peux vous dire que tout le monde a été secoué de la tête aux pieds avec cette affaire. Et là, il y a eu des rappels qui ont été extrêmement durs et la justice a été mise en œuvre. On n'a pas cherché à cacher quoi que ce soit. L'affaire a été dite parfaitement clairement. Donc voilà, il y a le contrôle général des armées, dont je suis membre, a été amené à connaître un certain nombre de fois des cas où des gens en charge de passation de marché, etc., touchaient un petit peu. Alors là, c'est sans aucune pitié, c'est immédiat. Et les gens, en général, n'ont pas trop tendance à glisser vers ce genre de choses, parce que les règles sont extrêmement strictes. Là, on ne plaisante pas du tout avec ça. Ah non, des emplois fictifs. Non, c'est assez difficile d'obtenir un emploi dans les armées. Non. Puis on n'embauche pas nos enfants, nos conjoints, etc. Parfois, il y a des conjoints, mais ils sont militaires et ils font leur carrière, etc. Alors, Daniel, Franck et Fabien, on va passer à un moment de notre CEO Studio qui est un moment un petit peu, on va dire, un mélange de stratégie et puis de, comme on dit, think outside the box sur un autre angle. Donc, c'est une question qui s'adresse à Daniel et à Franck, bien sûr. Donc, on va reprendre un peu quelques grandes classiques de l'histoire. Vous vous demandez si ça reste un peu valable, d'après vous, parce que vous êtes quand même un grand professionnel de la stratégie militaire. Donc, est-ce que des choses comme changer l'état d'esprit, comme un peu que la victoire en Afrique du Nord de Montgomery contre Rommel pendant la Deuxième Guerre mondiale, reste valable? Est-ce que convaincre les personnes de nous suivre, le charisme, on peut citer Washington, reste valable? Est-ce que diriger au front, en tête de ces hommes, en tête des navires, on peut citer l'amiral Nelson, est-ce que ça reste valable? Est-ce que planifier reste valable? Et je finirai par citer un de nos plus grands stratèges, Napoléon. Est-ce que, à une époque où on a tant de paramètres à gérer, est-ce que l'intuition stratégique, est-ce que l'imagination, est-ce que le coup d'œil de l'aigle a encore un rôle essentiel à jouer? Ça fait beaucoup de choses. Penser en dehors de la boîte, oui, bien sûr. Je vous ai dit que j'avais servi dans un régiment de forces spéciales pendant un certain nombre d'années. La caractéristique, d'ailleurs la devise du commandement des opérations spéciales, c'est agir autrement. Donc chaque fois qu'une action, qu'une mission est préparée, on est sur le terrain du stratagème, de la surprise, de l'innovation, innovation des méthodes, innovation des techniques, etc. Bon. Alors, les points fondamentaux qui ont créé les légendes, le chef qui est exposé, etc. Bon, alors Nelson, sur son bateau, il n'avait pas le choix, je veux dire, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, il était sur son bateau au moment voulu. Mais
dans le monde militaire, on n'est pas à Hollywood. À Hollywood, on voit un général et un caporal derrière une mitrailleuse en train de tirer sur l'ennemi. Bon. Un général qui fait ça, c'est une faute professionnelle grave. Parce qu'il a sa mission, c'est de commander un ensemble large, etc. S'il est tout à fait devant, en première ligne, etc., il ne voit plus rien. Il est incapable de commander, donc il ne fait pas son travail. Donc les unités sont à la dérive, elles font ce qu'elles peuvent, et elles ne bénéficient pas, justement, de sa vision d'ensemble. Officier général, ça veut dire que ça coiffe un ensemble, une généralité d'unités. Donc voilà. Alors cela étant, le chef exemplaire, oui. Le lieutenant d'une unité de force spéciale dans un assaut, il est au milieu de ses hommes. Il n'est pas 100 mètres derrière, à attendre que ça se termine. Il est vraiment au cœur de l'action. Et d'ailleurs, quand on regarde les morts au combat, en opération, très souvent, il y a de jeunes officiers, des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, etc., c'est-à-dire les chefs de terrain qui effectivement payent le prix fort. Voilà. Alors, maintenant, dans les méthodes qu'on met en œuvre, par exemple, dans un domaine de plus en plus important, qui est celui des systèmes d'information, où on est de plus en plus envahi. Alors quand je dis envahi, bon, ça peut paraître négatif, mais on a de plus en plus d'outils informatiques de gestion de tout, à la fois de la logistique, des opérations, des ressources humaines, des finances, etc. Bon. Et même dans ces domaines, qui sont des domaines difficiles à gérer, on a recours, par exemple, c'est le cas en ce moment, il y a la marine qui a fait un hackathon récemment pour développer un système. On a fait ça sur un système logistique également. Et donc, on pratique le hackathon. Et quand on voit apparaître de nouvelles méthodes comme ça dans les milieux professionnels, bon, l'école 42, on y a recours assez régulièrement pour sortir de notre boîte, justement, et profiter de tout ce qu'il y a de nouveau sur le marché, ou même au besoin l'inventer par nous-mêmes. Et c'est le cas en particulier dans le domaine des forces spéciales, où, par exemple, chaque unité a une cellule à études prospectives qui invente des systèmes, des technologies, etc., qui en ajoutent aux tactiques et aux modes d'action sur le terrain. Donc oui, penser en dehors de la boîte, on le doit absolument, parce que vous savez, quand on pense aux effectifs que nous avons actuellement et à l'étendue des missions, quand vous regardez la carte du déploiement militaire français à travers le monde, on se dit, mais comment, avec une si petite armée, faire autant de choses ? Eh bien, si on ne développait pas beaucoup d'intelligence derrière ces actions, eh bien, on n'arriverait pas à en faire le millième. Je vais peut-être poser une question un peu disruptive, finalement. On voit bien que pour tout ce qui est le chef militaire avec les forces, qu'il y a indiscutablement une supériorité. Et le monde de la défense a aussi des parties à gérer qui sont plutôt des parties support qui, elles, se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on trouve dans le monde de l'entreprise. Et pourquoi alors ce recours à des consultants extérieurs qui ne sont pas d'abord du monde, et pourquoi on ne puisse pas, dans le talent qui existe déjà dans l'institution, pour faire avancer les fonctions support, comme on fait avancer les opérations. C'est ça qui, de l'extérieur, parfois est surprenant, parce qu'on dit qu'il y a les ressources en soi, et pourtant, il y a ce besoin de recourir à l'extérieur, qui surprend d'ailleurs en premier ceux qui sont du monde du management de l'entreprise. Alors, c'est une vraie curiosité. Oui, je comprends. Alors, bon, il y a une raison technique, matérielle, je dirais, c'est-à-dire qu'avec la réduction de volume et la priorité de nos opérations, c'est-à-dire aux unités de combat des trois armées, eh bien, la proportion de gens susceptibles d'agir, de concevoir, etc., dans les domaines de l'organisation, des acquisitions, etc., eh bien, se réduit. Donc, avant, par exemple, à la Direction générale de l'armement, il y avait une armée d'ingénieurs qui détenaient une compétence technologique. Or, maintenant, cette compétence technologique file parce qu'on réduit les effectifs et on ne garde plus que la compétence d'acheteur. Donc, en définitive, quand on a la compétence d'acheteur, on sait acheter, on connaît la technique d'achat.
mais on ne connaît pas automatiquement la technique de ce qu'on achète. Et alors là commence véritablement le danger. Et donc ça, c'est effectivement une zone de faiblesse. Et puis il y a un deuxième aspect, qui est l'aspect magique, je dirais, c'est-à-dire que l'herbe étant toujours plus verte dans le jardin du voisin, on a tendance à se dire, bon bah oui, mais alors dans le milieu de l'entreprise, ils sont à la pointe de tout, donc s'ils nous donnent des conseils, on pourra en tenir compte et on sera plus efficace. Et très souvent, on se méconnaît soi-même et on confie, on attribue aux autres peut-être des talents qu'ils n'ont pas. Bon, cela dit, il y a des nombreuses circonstances également dans lesquelles avoir recours à des opérateurs extérieurs, par exemple pour la réalisation de ballards, on n'aurait jamais pu réaliser cette espèce on l'appelle l'hexagone maintenant pour changer du pentagone. On n'aurait jamais pu réaliser l'hexagone abritant 9000 personnes avec un centre opérationnel de pointe, etc., avec toutes les télécoms, etc., qui vont avec, en une seule fois, en une paire d'années, si on avait dû le faire sur nos propres ressources, quoi. Donc voilà, il y a des aspects qui sont positifs. Alors, peut-être on attend une dernière question. AESCP Europe, on est passionné par la chose internationale, par le comparaison avec d'autres systèmes venus d'ailleurs. Est-ce qu'on peut, après avoir parcouru toute cette question de la production de la performance, la qualité du management militaire, est-ce qu'on peut faire ressortir, en comparant avec d'autres pays, des choses très spécifiques qui font qu'on a un plus dans la façon de diriger dans le monde de la défense en France, ou au contraire des béances ou des points où on serait inférieur? Je crois qu'il y a une grande spécificité française qui fait le succès, qui a fait une part des grands succès du monde militaire. C'est une rusticité qui repose sur le fait de pouvoir faire beaucoup de choses avec des moyens assez réduits. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait ça uniquement avec des bouts de ficelle, etc., parce que bien, on a de la technologie, on a des équipements, etc. Mais par exemple, cette affaire du Sahel dont je parlais tout à l'heure, 4000 hommes pour tenir une bande de terrain absolument gigantesque, qui est quasiment à la taille de l'Europe, quoi, eh bien, ça provoque l'admiration de nos alliés américains qui, jusqu'à présent, il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années avant que ne recommencent tous les conflits post-guerre froide, considéraient les armées françaises un petit peu comme... Alors, il y avait le souvenir de 1940, donc on était resté sur une défaite et les Américains se disaient, bon, les Français, bon, il n'y a pas de quoi se pâmer d'admiration. Et puis, il y a eu la guerre d'Indochine où on avait un effectif ridicule, où les forces françaises ont réussi à faire des choses que la grande armée américaine de la guerre du Vietnam n'ont pas réussi à faire. Bon. En Algérie, c'était la même chose. Alors là, je ne suis pas sur le terrain du raisonnement politique pour savoir s'il fallait, ne fallait pas, etc. Je parle de technique militaire pure. Donc, ils ont eu une certaine admiration. Et puis là, depuis la guerre du Golfe, disons, et la guerre d'Afghanistan, le Sahel, etc., là, maintenant, les Américains sont vraiment carrément admiratif. Le général Matisse, qui est venu en France il n'y a pas très longtemps, s'est pâmé d'admiration devant l'intervention de nos forces. Voilà. C'est la rusticité, c'est la capacité à agir de manière optimale avec de petits moyens. Et ceci pourquoi ? Parce que c'est adossé à beaucoup d'initiatives individuelles, à tous les niveaux, beaucoup de cohésion également, et une conception de l'action qui repose sur une grande intelligence des situations. C'est-à-dire qu'on intègre tous les éléments, justement ces éléments du complexe, là, et on ne se contente pas simplement de déployer, comme le font les Américains souvent, d'importants moyens qui ont un caractère un peu rouleau compresseur et qui ont du mal à déboucher sur quelque chose. Donc voilà, cette grande rusticité, cette grande mobilisation de la hiérarchie aussi, cette culture générale des officiers, culture générale, historique, géographique, etc., qui fait qu'on comprend ce qu'on fait. Le général Matisse lui-même, quand il était dans les Marines, essayait d'imposer à ses officiers de lire un certain nombre de livres. Il avait du mal. Bon. Je crois qu'en France, ça marche beaucoup mieux. Il y a encore deux questions par rapport à nos internautes, tout ça qui nous ont vraiment... Alors,
pour évoquer, dans la ligne de ce que tu étais en train de dire, une grande tendance actuelle dans le management qui est valable également en ce moment dans les hautes sphères du gouvernement, jouer l'esprit d'équipe, comme dans le sport par exemple, où il est important dans une équipe, on mélange des talents confirmés, il faut bien gérer la jauge du contrôle entre l'autonomie et puis le moment où on cède un peu le contrôle. À quel moment transmettre le bon message avec le bon timing. Donc tous ces éléments qui font une équipe, dont tous les grands coachs sportifs expliquent les fondamentaux, quels seraient les parallèles que tu pourrais en tirer avec un commando finalement, si on pousse un peu, parce que ça c'est un peu poussé et original, mais on n'y répond pas souvent. Je dirais que les coachs sportifs ont développé tous leurs principes, leurs techniques, etc., en regardant ce que font les militaires. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les équipes sportives vont les unes après les autres avant les championnats du monde au centre d'entraînement commando de Montlouis, où là, entre les mains d'instructeurs commando, ils sont mis en situation pour apprendre un certain nombre de fondamentaux de la cohésion. Il est clair que leur inspiration est une inspiration militaire. Alors, tout ce que j'ai évoqué au début de cet entretien-là, sur le développement progressif qui prend du temps, de cette relation, de cette interrelation entre les individus, tendus vers un objectif, partagé, auquel tout le monde adhère, etc., tout ça, ça ne se fait pas en 2 jours, quoi. Souvenez-vous, cette équipe de football, alors je ne sais plus quel championnat du monde c'était passé au Sénégal, je crois, ou en Afrique, il y a quelques années, où l'équipe de France est partie là-bas, et tout ce qu'on a appris à travers les médias, c'était que les joueurs se tapaient dessus les uns les autres, faisaient des communiqués à la presse pour dire qu'un tel était un idiot, que le coach servait à rien, etc. Et l'équipe est rentrée après un match et demi, tellement leur prestation avait été lamentable. Voilà, ça c'est l'antithèse de ce qu'on évoque depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des individus qui se prenaient tous pour des vedettes, qui ne regardaient que leur nombril, qui étaient incapables de faire la moindre concession au groupe, qui étaient incapables de reconnaître le moindre mérite aux voisins, parce que dans le commando, effectivement, quand on additionne des compétences, on se dit, si moi je suis blessé, si le médic ne réussit pas à me faire le bon point de compression, etc., à me conditionner comme il le faut pour que je sois évacué et soigné, je risque d'y perdre la vie. Et ça, c'est la réalité. Donc, il y a une confiance énorme des uns envers les autres, et cette confiance se construit dans le temps, quoi. Et ça, c'est un des fondamentaux, effectivement, du commando. Et par extrapolation, dans le monde militaire, on met en œuvre également ces principes-là. Alors, sur l'intelligence artificielle, maintenant, parce que ça, véritablement, on nous en pose des questions là-dessus. Côté provoquant, Robocop, on évoquait par rapport à ça. Alors, de la même manière que dans le management civil, a priori, vous avez également les paramètres du big data, de la robotique, des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Donc, de quelle manière ça a influé? Comment maintenant est-ce qu'on est obligé de le prendre en compte? Notamment, on pense à l'interaction entre la base et puis le terrain. Là-dessus, évidemment, c'est venu un petit peu bouleverser la donne. Alors, je ne cite pas ce sujet parce que c'est à la mode, mais parce que ça a toujours été à la pointe. Et Daniel, toi-même, tu fais beaucoup d'articles là-dessus que tu postes sur ce thème. Alors, effectivement, j'évoquais tout à l'heure mon goût pour le renseignement. Le renseignement dans un environnement complexe, c'est quoi? C'est de la collecte d'une quantité phénoménale de données qu'il faut ensuite traiter, analyser, il faut en tirer quelque chose, quoi. Lorsque vous avez, par exemple, tout ce travail d'interception des communications satellitaires, vous avez des millions et même des milliards et des dizaines, des centaines de milliards d'éléments précis. Un tel se connecte à un tel se connecte à un tel, et ça se fait en permanence, vous imaginez. Et tout ça, c'est capté, et il faut en faire quelque chose. Donc là, on a besoin effectivement de systèmes aptes à gérer le big data. Mais en quoi ça consiste exactement? Ça consiste en un aspirateur qui fait tomber dans une immense piscine toutes ces données, etc. Et ensuite, il faut avoir le moyen, c'est-à-dire, disons, un moteur de recherche qui permet, en fonction des besoins que l'on a, d'aller chercher les éléments, de faire des recoupements, etc. Et là, ça demande effectivement les outils informatiques qui vont bien. Mais regardez, je reviens à l'affaire du terrorisme.
on a énormément de données sur énormément de gens. Les données sur les voyageurs, on a les données sur l'identité, les données sur les observations faites sur les individus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la capacité de se focaliser sur le bon individu. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir l'élément en disant, un tel a fréquenté tel et tel endroit, etc., a fréquenté telle et telle personne, a prononcé telle et telle parole, donc effectivement c'est quelqu'un de dangereux. Vous en faites l'addition, vous en avez 10 000, 15 000, etc. Vous regardez vos effectifs, vous dites, si on peut en suivre 50 dans le paquet, ça sera pas mal. Donc vous vous rendez bien compte que là, ça commence à être un petit peu difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là simplement que là, vous ne pouvez pas remplacer la compréhension de proximité de ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'aller, par exemple, pour le terrorisme, dans certains endroits où des gens se rencontrent. Alors, dans les gens qui se rencontrent, vous avez, c'est comme dans les partis politiques, il y en a un qui va se présenter à la députation, puis vous en avez 1000 dans la salle qui sont là simplement pour écouter. Quel est le personnage le plus important ? Celui qui va se présenter à la députation, ou bien le type qui est dans le fond à droite, qui va aller distribuer un tract à la sortie du métro. C'est un peu la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'intervention humaine ne peut absolument pas être écartée. Et on s'en rend bien compte d'ailleurs à travers la disparition des renseignements généraux, on a perdu la connaissance de ce qui se passe dans les quartiers, dans les partis, dans les mouvements politiques, religieux et autres. Et n'ayant pas l'ambiance, on ne sent pas monter la température. Or, quand on est présent, quand on est là, quand on voit les choses, on a la capacité de se dire « Oh là, il se passe quelque chose, là, il y a l'air qui change de température. » Et là, à ce moment-là, on peut focaliser sur certaines personnes ou certaines organisations. Dans le renseignement, par ailleurs, on a besoin d'analystes. Et l'analyste, lui, il peut pianoter toute la journée sur sa machine. Ce n'est pas la machine qui va lui permettre d'interpréter un certain nombre de choses, de faire un certain nombre de recoupements, qui ne sont pas des recoupements automatisables. On ne peut pas avoir un truc disant sortez-moi tous les terroristes qui sont en train de converser actuellement. Non, ça n'existe pas, ça. Il faut faire des recoupements extrêmement complexes qui imposent une connaissance de fond qui est la connaissance de l'analyste. Et donc, le comportement humain est véritablement l'élément clé. Pour ce qui concerne le combattant, alors j'ai assisté à un certain nombre de colloques sur le guerrier augmenté ou le combattant augmenté. Augmenté, vous imaginez ? Alors, ça fait rire un certain nombre de militaires de terrain disant « Ah tiens, on va nous augmenter, ça va nous faire du bien puisque la solde n'est pas très élevée, ça va être une bonne chose. » Alors le militaire augmenté, c'est quoi ? C'est le militaire qui ne dort plus, c'est le militaire qui peut marcher avec une tonne sur le dos. Alors, je vous dis tout de suite, le militaire qui ne dort plus, ça n'existe pas. J'ai entendu une rafale de grands spécialistes américains, etc., qui sont venus là, qui travaillent depuis des décennies avec des armées de médecins, de psychologues, de psychiatres, de tout ce qu'on veut. Eh bien, qu'on le veuille ou non, la seule recette qui est sortie de tous ces colloques, c'était lorsque vous avez une opération à mener qui va vous demander d'agir plus de 24 heures et de ne pas pouvoir dormir, etc., pendant 48 heures, ce qui est déjà dur. Garder ses facultés cognitives, de décision, etc., pendant 48 heures, c'est un exploit. La seule façon, c'est de faire une cure de sommeil avant. Donc faites gros dodo avant de partir en opération. Facile, quand vous savez que vous allez partir en opération, que l'adrénaline commence à monter, là, vous allez faire des nuits de 10 heures. Imaginez le truc. Ce qui fait que qu'est-ce qui reste ? Il reste la caféine, etc., puisque nous ne pratiquons pas le captagon, contrairement aux gens de Daesh qui, eux, en consomment très largement, ce qui leur retire toute inhibition, ça leur permet de tuer des femmes et des enfants sans sourciller, de se sentir invincible, de foncer à l'assaut poitrine découverte et de mourir sans s'en rendre compte, et dans le bonheur, parce que le captagon, ça permet ça. Les SS utilisaient le même type de produit, c'est assez intéressant quand même. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les unités SS les plus fanatisées utilisaient également quelque chose qui ne s'appelait pas le captagon, mais c'était exactement la même formule chimique. Donc vous voyez, alors après, oui, il y a par exemple les exosquelettes. Alors les exosquelettes, oui, c'est bien ça. Là, ça commence à se développer, c'est bien. On fixe ça sur un combattant et ça lui permet d'emporter sur une certaine distance des charges lourdes, des roquettes, des munitions, etc. Ça peut être vraiment précieux. Ça, c'est bien.
Vous avez dans le domaine des drones terrestres, par exemple, hein, j'ai vu les Israéliens ont développé des serpents mécaniques, enfin bon, parfaitement camouflés, les couleurs, la forme et tout. Bon, et puis dans les yeux du serpent, vous avez une petite caméra vidéo qui va quelque part. Alors le serpent, il monte l'escalier, il entre dans l'appartement, etc. Bon, et il y a maintenant beaucoup de combats urbains, hein, donc entrer dans les immeubles et tout ça, c'est très important. La campagne aussi, ça marche dans la nature. Bon. Donc vous avez plein d'équipements comme ça hein, qui permettent d'augmenter la capacité. Les drones aériens, tous ces petits avions, ces petits hélicoptères, etc. Effectivement, je communique beaucoup d'articles là-dessus parce que c'est de plus en plus utilisé. C'est précieux, mais les gens d'en face aussi l'utilisent. Hein. Et même une moto furtive, a priori. Une moto furtive également. Donc il y a plein d'équipements comme ça qui sont effectivement développés. Vous avez cette arme qui a été développée encore par les Israéliens, pour cause, ils sont sans arrêt, ils n'ont pas arrêté la guerre depuis 1948, donc, et c'est sans arrêt sur leur territoire, à leurs frontières et tout. Donc ils développent sans arrêt des technologies, des méthodes hein, qui sont vraiment à la pointe et qu'on regarde de plus en plus près d'ailleurs. Hein, ils ont inventé ce qui faisait rire les gens autrefois, le fusil à tirer dans les coins, hein, c'est-à-dire une arme qui tire à angle droit comme ça. Alors le tireur voit son objectif à travers, bien sûr, une petite caméra vidéo, un petit renvoi d'écran. Et puis, bah, voilà, ça conforte la vie du combattant quand même. Hein. Ça évite d'avoir à sortir le nez. Et donc, c'est moins dangereux. Et voilà, donc il y a plein d'équipements qui augmentent la capacité du combattant. Mais au bout du compte, le combattant est toujours quand même l'élément absolument clé hein, du succès sur le champ de bataille. En tout cas, merci de tous ces éléments absolument essentiels, parce que c'est vrai que là, avec les événements qui viennent se produire, hein, nous avons, n'est-ce pas Franck, un campus sur chaque ville d'Europe, ça crée des tensions. C'est plus let's go to work, c'est let's go to war. Donc on est au travail, on a l'impression qu'on est un peu dans une guerre, et donc on ne sait plus trop. Et là, ça nous redonne un petit peu, quelque part, une direction, et donc ça nous donne des repères, tout ce qu'on vient de dire ce soir. Et puis ça nous rassure aussi sur la suite, et ça va donner, je pense, vous connaissez très bien, mais beaucoup d'idées encore supplémentaires et un programme encore plus développé à notre directeur de l'école, qui est déjà pourtant fort à faire, mais qui là est en train de gérer une école sous haute tension, et on peut dire que, on a l'impression qu'on a notre cerveau qui est en train de passer au régime darwinien. C'est-à-dire que là, ça y est, c'est Darwin au cerveau, on a les alertes au feu, les alertes permanentes, il va quand même falloir s'adapter. Alors, je ne sais pas si ça va être par rapport à cette réalité augmentée ou par rapport à donc, cette intelligence artificielle, mais voilà qui va donner une autre perspective par rapport à l'école. Et là, je crois, Franck, ça fait encore beaucoup de pain sur la planche par rapport à ce qu'on prépare, c'est-à-dire l'autonomie de l'école hein, et le bicentenaire. Merci beaucoup Alexandre, merci Fabien, merci Daniel, et je vous recommande absolument Le besoin d'autorité de Daniel Erwet aux éditions Ballant. Je vous garantis que c'est extrêmement pratique et que c'est une compilation de plusieurs grands livres de management. À très bientôt.